À propos de cette journée scientifique, vous avez répondu positivement avec spontanéité. Cela montre l'intérêt que vous portez aux réflexions théoriques et pratiques sur la fiscalité, votre sens de l'ouverture et d'échanges féconds. D'ailleurs, depuis 2011, la Direction générale des impôts et des domaines et la faculté des sciences juridiques et politiques sont en partenariat dans le cadre du master de droit fiscal dont les étudiants sont ici représentés, dirigé aujourd'hui par le professeur Matar Camara. Et les cours, pour l'essentiel, sont assurés par le personnel de la DGID et les professionnels de la fiscalité. Recevez donc, Monsieur le Directeur général, la gratitude du Centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière, mais aussi de l'International Budget Partnership. Nous remercions IBP qui nous accompagne particulièrement dans cette dynamique de promotion de la fiscalité comme levier de développement. Nous remercions tous les participants d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir fait le déplacement. Je crois que je vais m'en arrêter là pour le moment. Honorables invités, je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur le directeur général des impôts et des domaines du Sénégal, monsieur le directeur du CERIF, cher professeur Abdou Aziz Kébé, mesdames, messieurs les représentants des universités, mesdames, messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames, messieurs les représentants des universités, chers participants, chers journalistes, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Monsieur le directeur général des impôts, je pense que j'ai dû lire le plan Yatal de manière un peu différente. Je ne l'ai pas lu sous l'angle de l'expertise, je ne l'ai pas regardé avec l'œil de l'expert sur les questions de finances publiques, mais je l'ai regardé d'un œil citoyen, où je me suis posé la question de savoir quels étaient finalement les principaux mots qu'il fallait en retenir en fonction de leur récurrence dans le discours, en fonction de leur répétition dans ce document. Et j'ai pu aisément identifier un nuage de mots, une certaine forme de constellation de mots qui rend compte de ce que ce plan cherche réellement à réaliser. Et j'en ai retenu des mots comme l'inclusion, l'extension, l'élargissement, la vulgarisation, bref, l'ouverture. Et l'analyse que j'en ai eu à faire en tant qu'acteur du développement, c'est qu'il s'agit certainement d'une invite à remettre la fiscalité au cœur de la société et à remettre la société au cœur de la fiscalité. Une dialectique qui, sans doute, est réalisée par l'intermédiaire du dialogue. La deuxième chose qui m'a intéressé, ça a également été les moyens que se donne ce plan Yatal. Dans un contexte de transition fiscale amorcée, il s'agit entre autres de l'élargissement de l'assiette, de la digitalisation, de l'exploitation du potentiel du foncier, de l'identification des contribuables en ayant recours à l'information, bref, pour ne citer que ces moyens. Mais en fin de compte, à quelle finalité? Pour l'épanouissement des citoyens, mais également pour la promotion de l'entreprise, pour la promotion du secteur privé. En somme, il s'agit d'essayer de mettre sur pied les bases d'une fiscalité économiquement juste et socialement acceptable. Cela fait écho aux travaux qui sont en cours chez différentes organisations de la société civile. Le Forum civil développe des coalitions territoriales de justice fiscale. Le CERIF crée des cadres d'échange et de dialogue sur la fiscalité. L'ONG 3D développe des études sur la mobilisation des ressources et essaie de vulgariser les questions relatives à la politique fiscale au Sénégal. Oxfam a mis sur pied un observatoire sur la justice fiscale. Publier ce que vous payez présent ici aujourd'hui travaille également sur la fiscalité en relation avec les ressources naturelles.
et notre organisation International Budget Partnership, mettant en œuvre des programmes sur la question, a travaillé sur des questions aussi diverses que les dépenses fiscales, la fiscalité et l'environnement, la fiscalité et l'économie verte, la fiscalité et les femmes, bref, la fiscalité et la société. Tout cela pour dire que vous n'avez pas perdu votre temps et nous vous remercions d'avoir sacrifié un peu de votre temps pour partager avec nous cette cérémonie qui est très importante pour les organisations non gouvernementales. Je pense que l'ouverture qui est dans l'esprit du programme Yatal a été quelque chose à laquelle vous avez donné corps en répondant avec promptitude et réactivité à l'invitation qui vous a été faite et en nous ayant envoyé également vos services pour préparer cette activité. Mais je voudrais dire également aux participants, je sais que l'USAID et Deloitte sont présents et mettent en œuvre un programme assez important en matière de finances publiques. Vous et les autres partenaires, ainsi que nos amis universitaires qui vont réfléchir avec nous durant toute la journée, vous n'avez pas perdu votre temps. Parce qu'il y a une opportunité qu'il faut saisir, et c'est là que nous positionnons. Nous sommes disposés, chers professeurs, nous sommes disposés, chers partenaires, monsieur le directeur général des impôts, à continuer à appuyer des dialogues, des discussions, des concertations sur ces questions. Nous sommes également disposés à appuyer la vulgarisation et l'information au niveau national comme au niveau local, du plan Yatal, mais également de toute la stratégie de mobilisation des ressources à moyen terme. Bref, nous nous tenons disponibles et disposés pour l'ensemble des organisations de la société civile, du secteur privé, du secteur de l'université, mais également de l'administration, à vous appuyer, à mettre en place des cadres de dialogue et d'échange au profit d'une fiscalité comprise, au profit d'une fiscalité sur laquelle nous communiquons et au profit d'une fiscalité qui est vulgarisée pour le bien-être des citoyens et des entreprises. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Le professeur Kébé, c'est un enseignant, il peut rester debout. Bon, moi, je suis un homme de bureau, je préfère donc rester assis. Monsieur le directeur de International Budget Partnership du Sénégal, monsieur le directeur du CERIF, professeur Abdoulaziz Kébé, mesdames et messieurs les représentants des administrations publiques ici présents, mesdames et messieurs les universitaires, je sais que là, il y a l'université Cheikh Anta Diop, l'université Alioune Diop de Bambey, l'université de Saint-Louis, les instituts de recherche qui sont là, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, honorables invités. C'est avec un immense plaisir que je prends part à cette journée scientifique sur le thème intitulé « Regard croisé sur la mobilisation des ressources fiscales à travers le programme Yatal ». Associer la Direction générale des impôts et des domaines à une telle rencontre d'envergure relève de votre volonté manifeste d'être de véritables acteurs du développement au Sénégal. Et nous vous témoignons par conséquent notre engagement à nouer avec vous un partenariat fécond pour relever les défis de l'émergence préconisés par notre référentiel de politique publique, qui est le plan Sénégal émergent, qui découle de la vision éclairée de M. Macky Sall, chef de l'État du Sénégal. Ce challenge passe nécessairement par une mobilisation rationnelle de ressources fiscales pour un financement endogène du développement. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, professeur, la Direction générale des impôts et des domaines a noué avec la faculté des sciences juridiques un partenariat depuis maintenant un peu plus de 10 ans qui aboutit à un master dont certains aujourd'hui se retrouvent dans le terrain fiscal et professionnel. Ce qui a guidé cela, c'est aussi de permettre à l'administration fiscale de confronter ses idées et ses pratiques à la recherche. Et c'est pourquoi nous vous remercions de bien vouloir nous associer à cette rencontre qui, à coup sûr, permettra d'avoir quand même des idées un peu plus importantes et de mettre en œuvre et surtout de confronter notre pratique, le plan Yatal, surtout aux idées et aux recherches effectuées par les éminents universitaires qui sont là présents. Et ça, c'est une tradition à la DGID. Moi-même, en tant que coordonnateur, j'avais conduit des négociations pour avoir un partenariat avec l'Université de Columbia à New York. Nous sommes actuellement en partenariat avec l'École d'économie de Paris et avec d'autres instituts de recherche, et tout ça dans le but d'améliorer significativement ce que nous faisons
et pour le bien des Sénégalais. Mesdames et messieurs, programme Yatal, pourquoi? Je suis à la DGID depuis 3 ans et 3 mois. Ils m'ont mis dans mon discours 1185 jours. Je crois que c'est Youssou qui a mis ça. Je ne sais pas si ça cadre avec les 3 ans et 3 mois. Mais pourquoi on a fait cela? En faisant le plan Sénégal émergent, je crois que la vision du chef de l'État, c'est de fixer un cap, de dire en 2035, il nous faut de l'émergence. En 2035, il nous faut de l'émergence et ça passe par différentes étapes. Je crois que le PAP 1 a été surtout consacré au rattrapage infrastructurel. La croissance économique, comme j'ai l'habitude de le dire, n'est qu'un gain de temps qu'on a utilisé pour créer de la valeur. Et pour gagner du temps, on ne peut pas ne pas créer la connectivité. Donc la connectivité passe par les infrastructures physiques, les routes, les autoroutes, les rails, mais aussi par la connexion, la 4G, etc., pour permettre d'échanger. Mais tout ça permet de gagner du temps. En gagnant du temps, si l'on utilise le temps pour créer de la valeur, on a une croissance économique qui se développe. Et c'est cette croissance qui détermine la trajectoire pour atteindre l'émergence. Je crois que c'est ça la vision du chef de l'État, c'est ça la vision du plan Sénégal émergent. C'est ça qui est décliné dans le PAP 1, dans le programme d'action prioritaire 2, qui vise à dire, OK, on continue le rattrapage infrastructurel, mais on amène aussi le secteur privé à travailler. Mais tout ça coûte de l'argent. Pour faire ce rattrapage infrastructurel, pour viser l'émergence, il nous faut de l'argent. Il n'y a pas 4 sources. C'est la mobilisation des ressources intérieures et la dette. La mobilisation des ressources intérieures, il y a 2 mamelles principalement. C'est l'administration fiscale et l'administration des douanes. M. Niang a parlé tout de suite de transition fiscale. On va vers une transition fiscale. Effectivement, si on émerge, ça veut dire qu'on crée plus de valeur dans notre pays. Et si on crée plus de valeur dans notre pays, on importe moins. Par conséquent, on doit pouvoir collecter plus de ressources à l'intérieur qu'au niveau de la porte. Ça signifie qu'on est en train de progresser. La transition fiscale également découle du fait qu'il y a des économies qui sont en train de se regrouper. Tout le monde a entendu parler de la ZLECA. On est dans la zone UEMOA, où il y a une fiscalité harmonisée et il n'y a pas de droit de douane pour les échanges intracommunautaires. Nous sommes membres de la CEDEAO. Nous avons des partenariats avec l'Union européenne, et ainsi de suite. Ça signifie que les droits tirés de la porte au niveau du cordon douanier vont aller décrescendo pendant que les taxes intérieures collectées à l'intérieur vont aller crescendo. C'est ça la transition fiscale. Mais si on est dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc la mobilisation intérieure constitue aujourd'hui, des ressources intérieures constituent le défi le plus important que nous devons relever. En arrivant en 2019 à la DGID, j'ai raisonné comme un commerçant. C'est quoi mon fonds de commerce? Quelle est ma clientèle qui paye l'impôt au Sénégal? Et j'avais trouvé le nombre de contribuables qu'on gérait tourner autour de 85 000. Que 1300 agents des impôts et des domaines géraient 85 000 contribuables. Dont 25 000 qui étaient de véritables cotisants. Et dont 6 000 contribuaient pour plus de 80%. Donc un système assez fragile où c'est porté par une minorité alors que tout le reste de la population profitait des infrastructures, profitait de tous les financements publics sans pour autant participer à la cotisation. Et de ces 85 000, si on rajoute les salariés du secteur privé et du secteur public qui payent l'impôt par le biais de la retenue à la source, on tournait autour de 500 à 600 000, qui est à peu près 8% de la population active du Sénégal, qui tourne à un peu plus de 6 millions de personnes, sur aussi 17 millions de Sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous avons développé le concept de NAT en disant que tout le monde fait du TEGI. Parce que si on prend l'autoroute à péage, si on bénéficie de l'éclairage public, si on va dans les hôpitaux publics, on va dans les écoles publiques, on est en train de faire du TEGI, mais c'est 8% de la population active qui natte réellement. Donc on se retrouve avec des difficultés et avec donc une inéquité extraordinaire qui nécessite une correction. Et nous nous sommes dit donc, sur la base de ce constat, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'élargir, de pousser tout le monde à cotiser et d'arriver à une équité fiscale beaucoup plus importante. Et pour cela, nous avons aussi continué
sur la base de constats, en prenant les rapports déjà faits par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Cette agence a fait une enquête pour recenser les unités économiques au Sénégal. Hors agriculture, hors pêche, on tournait à un peu plus de 400 000 unités économiques. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 85 000. Cette agence a également recensé les propriétés au Sénégal. Et on tournait à un peu plus de 1 530 000 maisons au Sénégal, bâties. Dans le fichier des contribuables qui payent l'impôt sur les propriétés au Sénégal, on dépassait guère 70 000. Donc vous voyez, l'écart est extrêmement important. Il y a une partie qui paye, une autre partie ne paye pas, et on vise l'émergence, ça risque d'être difficile. Si la mobilisation des ressources est le fait seulement d'une petite minorité, si nous visons l'émergence, nous sommes obligés d'emprunter un peu plus. C'est la raison pour laquelle on voit la dette augmenter. Et beaucoup mettent le focus sur la dette en disant que c'est très élevé, mais moi j'ai toujours considéré que c'est un mauvais débat. On ne doit pas le poser sur cet angle-là, on doit le poser sur l'angle. Qu'est-ce que nous faisons pour nous-mêmes? Est-ce que nous-mêmes nous cotisons pour que notre pays puisse aspirer à l'émergence? Et nous avons mis en place le programme Yatal, inspiré de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme qui découle de la vision du ministre de l'économie et des finances. Et ça a coïncidé avec la mise en œuvre des programmes budgétaires, gestion axée sur les résultats, et notre programme budgétaire, nous l'avons intitulé pédagogiquement programme Yatal pour que ça rentre. Et Yatal, ce n'est pas pris au hasard. Yatal en Wolof signifie élargissement, signifie accueil, signifie générosité, signifie ouverture également. Et c'est de cela qu'il s'agit pour attirer tout le monde. Et le deuxième point, le plus important, nous nous sommes dit, le potentiel qu'il faut prendre, c'est lequel? C'est les 400, un peu plus de 400 000 unités économiques qu'il faut prendre. Mais ces unités économiques qui sont des entreprises, l'ANSD, en faisant l'enquête, a donné 5 caractéristiques pour dire voilà les caractéristiques de l'entreprise au Sénégal. L'entreprise au Sénégal évolue dans le secteur informel, est gérée par un analphabète, évolue dans le commerce. L'entreprise au Sénégal n'a pas accès au financement et meurt au bout de 5 ans. Et c'est ça mon potentiel, c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher pour collecter un peu plus d'impôts et pour les mettre dans la base. Sachant que l'entreprise meurt au bout de 5 ans, des problématiques de chômage se posent, mais des problématiques de pérennisation du système se posent. Qu'est-ce que nous pouvons apporter, nous, administration fiscale, pour que cette entreprise vive un peu plus longtemps, qu'elle soit dans notre base et qu'elle soit un véritable cotisant, un véritable contribuable? Et nous avons regardé de l'autre côté. Le parallélisme est frappant. 95% d'entreprises évoluent dans le secteur informel, mais nous sommes assez particuliers comme administration fiscale parce que nous ne gérons pas que les impôts, nous gérons à la fois les impôts et le foncier. Et le foncier, le parallélisme est frappant. Un peu plus de 80% ou de 90% de notre territoire relève du domaine national. Donc très peu de terres sont immatriculées. Donc, ils peuvent entrer dans le commerce juridique. La terre est exploitée, elle est habitée, mais il n'y a pas de titre. S'il n'y a pas de titre, vous ne pouvez pas utiliser votre terre, qui est votre première richesse, comme élément de levier pour aller chercher des financements et développer votre entreprise. L'agriculteur ou le paysan, sa première richesse, c'est sa terre, mais dès lors qu'il n'a pas de titre sur cette terre-là, il ne peut pas utiliser la terre comme un élément pour aller chercher des financements et développer son entreprise. Nous nous sommes dit donc, first, il faut faire en sorte qu'on puisse utiliser la terre, le foncier, comme un élément de levier dans les Yatal. Donc faire du Yatal foncier pour constituer un élément de levier, permettre à l'entreprise d'avoir accès au financement. Parce que l'entreprise meurt au bout de 5 ans, parce que c'est difficile pour l'entreprise d'accéder au financement. Pour que l'entreprise accède au financement, il faut lui trouver des moyens d'avoir une garantie, et donc la terre constitue un premier moyen ou un des moyens pour permettre à l'entreprise d'accéder au système de financement et donc de développer, d'investir, par conséquent d'employer et de consolider et d'avoir une durée de vie un peu plus longue. Et nous avons commencé à mettre en place la stratégie. Vous avez tous vu l'opération Sama Kayitu Kër, qui est une opération test, qu'on a commencé par Mbour, que j'ai lancée au mois de mars. Et aujourd'hui, sur ma table, on a un peu plus de 1600 baux régularisations que nous allons donner à des personnes. Et ça, c'est la phase test qu'on va élargir bientôt sur Thiès, sur Rufisque, sur Dakar. Et nous ne partons pas du néant, nous prenons la terre qui est effectivement exploitée ou occupée par des personnes et pour lesquelles la
l'apparence juridique dit qu'il n'y a pas de titre, mais la réalité économique et sociale, en réalité, dit simplement qu'il y a une propriété qui est là. Nous avons démarré cette phase d'opération Sama Kayitu Kër, donc pour entrer dans cela, mais nous continuons à accélérer également le process. Et aujourd'hui, nous avons le soutien de la Banque mondiale, qui aujourd'hui finance un projet de cadastrage qui est géré au niveau du ministère, mais qui vise la même chose, mais dans la zone rurale, où on va donner des titres un peu plus sécurisés, basés sur le numéro d'identification cadastrale, le NICAD, qui permet à la fin d'avoir un foncier sécurisé et d'avoir des titres sécurisés qui peuvent aboutir à une consolidation ou à plus d'investissement dans le secteur agricole au niveau rural. Mais, tous ces éléments combinés nous permettront d'aboutir, dans le cadre du plan Yatal, à un peu plus de 500 000 contribuables à mettre dans notre base d'ici à 2024. Parallèlement, nous avons lancé le recensement national des propriétés imposables, qui a contribué fortement aussi à l'opération Xëyu Ndaw Ñi. Nous avons commencé par une phase en recrutant des jeunes qui ont bac plus quelque chose, qui sont aujourd'hui en train de sillonner les maisons au niveau de Dakar pour recenser les propriétés. Je vous ai dit tout à l'heure que la NSD avait recensé 1 530 000 maisons. Nous avions 70 000 dans notre base. Et donc, il fallait aller sur le terrain, essayer de recenser l'ensemble des propriétés pour les mettre dans la base, ne serait-ce que pour le financement des collectivités territoriales. Parce que ça aboutit à lever plus de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, à lever plus de contributions foncières des propriétés bâties, parce que toutes les propriétés qui existent, qui sont habitées, vont contribuer. Aujourd'hui, nous avons démarré la phase test avec Dakar, avec un peu plus de 300 jeunes qui sont en train de travailler. On a élargi à Thiès depuis quelques semaines. Et l'idée, c'est de viser 1000 jeunes à mettre sur le terrain pour aller faire le recensement de 1 million de maisons en 1 an. Ça permet de garantir à ces jeunes un emploi, même si c'est sur 1 an, et d'être quand même utile parce que toutes les propriétés recensées vont contribuer à élargir la base et à financer plus les collectivités territoriales et voire à donner un peu plus d'impôts à l'État. Mais l'ensemble de ces éléments, si nous recensons tout le monde et si nous mettons tout le monde dans la base, ça ne peut prospérer que s'il y a une véritable transformation digitale au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines. Parce que si vous êtes 1300 à gérer 85 000, si on atteint 1 million de contribuables, il faut que toutes les fonctions support changent. Les bâtiments dans lesquels doivent bouger. Le personnel qui gère doit bouger. Mais tout ça n'est pas si aisé. Et pour aboutir à lever les cloisons, c'est la transformation digitale qui est extrêmement importante pour le faire. Et cette transformation digitale permet d'utiliser l'ensemble des renseignements avec moins de ressources humaines et avec plus d'efficacité. Et cette phase a démarré depuis longtemps et aujourd'hui a permis d'avoir un peu plus de 85% de nos ressources qui passent par le e-payment. Tout est dématérialisé, les déclarations sont dématérialisées, le paiement est dématérialisé. Pour les entreprises, les grandes entreprises et les moyennes entreprises, aujourd'hui c'est le e-payment. Pour la partie basse de la pyramide, à savoir les petites et moyennes entreprises, les petites entreprises, nous avons développé une application qui s'appelle Mon Espace Perso, qui aujourd'hui permet d'avoir l'ensemble des déclarations en ligne, même s'il n'y a pas encore de paiement en ligne. Et le paiement en ligne est en train d'être développé par ce qu'on appelle le système unifié du télépaiement, qui est développé avec la Direction générale du Trésor, et tout ça rentre dans la transformation digitale. Pour la gestion du foncier, nous sommes aujourd'hui accompagnés par la KfW dans le cadre du Compact with Africa, qui est en train de nous financer pour le développement du système de gestion du foncier, qui est en cours de développement aujourd'hui avec donc une entreprise qui est en train de le faire. Ce qui aboutira à avoir une transformation digitale complète, et cette transformation digitale complète mettra la donnée et le renseignement au cœur du programme Yatal. Si l'ensemble des données sont gérées, ça permet d'appréhender l'ensemble de l'assiette fiscale et ensuite d'imposer tout le monde. Si nous élargissons la base et qu'on met tout le monde, nous pouvons, et ça c'est dans la stratégie, d'un point de vue législatif, aboutir à une baisse des impôts, voire à une suppression de certaines catégories d'impôts sans pour autant perdre les ressources.
On aura à la fin plus d'équité, un peu moins de fardeau fiscal individuellement supporté par un individu, mais également une base beaucoup plus élargie et une contribution beaucoup plus importante. Et c'est ça qui garantit le financement du développement du Sénégal, c'est ça qui garantit le financement de l'émergence. Donc, en d'autres termes, le foncier sera élargi pour donner aux citoyens et aussi aux entreprises les moyens d'accéder plus au système de financement. Mais s'ils accèdent plus au système de financement, avec l'utilisation de l'ensemble de ces renseignements, ils seront également dans la base fiscale. Si leur activité augmente, l'assiette fiscale s'ils sont dans l'assiette fiscale, ça permet d'avoir un peu plus d'impôts et un peu plus de ressources pour le développement de notre pays. Parce que des défis sont lancés aujourd'hui. Tout le monde voit comment le monde est en train de bouger. Les défis qui se lancent à nous, l'augmentation des prix, l'inflation que nous importons, mais cela ne peut trouver réponse que sur des investissements intérieurs. Le président de la République a mis en place les infrastructures qu'il faut. Le secteur privé doit pouvoir travailler. La fiscalité ne doit pas constituer un frein. Et pour que la fiscalité ne constitue pas un frein pour les champions qui investissent chez nous, il ne faut pas que tout le fardeau soit supporté par ces champions. Ces champions doivent pouvoir avoir une fiscalité un peu plus allégée parce que simplement tout le reste de la population contribue et ça permet d'avoir des champions qui investissent un peu plus, qui se mettent dans l'autosuffisance alimentaire en riz et dans d'autres opérations qui permettent au Sénégal d'avoir une autonomie et d'avoir les véritables bases d'une émergence. Nous sommes à ce niveau-là. Le programme Yatala a une ambition beaucoup plus importante qu'un simple élargissement de l'assiette. C'est un état d'esprit qui doit changer. Et aussi une activité économique qui doit se développer un peu plus. Mes équipes vont revenir plus en détail sur la présentation du programme avec l'ensemble des éléments. Moi, je voulais donner juste la quintessence et les quelques éléments de base pour ce programme et remercier encore une fois les chercheurs que vous êtes, ainsi que les ONG qui travaillent sur cette question-là, pour vous dire que la DGID reste parfaitement ouverte pour nouer des partenariats avec tout le monde et discuter avec vous, recueillir vos réflexions également et vos recommandations pour aller de l'avant, parce que nous sommes conscients que le rôle que nous jouons est extrêmement important, parce que si vous gérez les 2/3 des recettes intérieures de l'État, cette année, nous visons 2200 milliards d'objectifs, et nous sommes en ligne avec nos objectifs jusqu'en fin septembre. Nous sommes même légèrement en plus-value à fin septembre et nous pensons, Inch'Allah, atteindre l'objectif à fin décembre. Mais nous sommes conscients qu'au-delà de cet objectif de 2200 milliards, le potentiel est beaucoup plus important que ça. Et ce potentiel, si nous parvenons à l'appréhender, et ça ne peut pas se faire sans l'aide de tous les acteurs, à commencer par les universitaires. Qui aujourd'hui participent à la formation, mais au niveau élevé. Mais nous avons également compris cela, c'est pourquoi nous avons lié un partenariat avec le ministère de l'Éducation pour faire de la fiscalité à l'école de base. Nous l'avons testé l'année dernière. Le civisme fiscal à l'école est aujourd'hui enseigné aux élèves de l'école primaire, avec le ministère de l'Éducation qui met en œuvre. L'idée, c'est de former un véritable citoyen pour qu'il grandisse avec la notion de fiscalité. Nous l'avons testé, nous allons élargir cette année à d'autres écoles, parce que nous l'avons testé l'année dernière, si je ne m'abuse, dans quelques IA, mais nous allons élargir pour passer à l'échelle, pour que ça soit maintenant enseigné au niveau du cycle primaire, voire même du cycle moyen, pour préparer le citoyen sénégalais. Et je crois qu'à l'université également, vous avez le devoir de faire travailler. Si je prends mon cas, moi j'ai compris plus ou moins la fiscalité, j'étais en 3e année faculté. Je ne savais rien de l'impôt, il a fallu être en 3e année avec feu El Hadj Malick Sy Souris qui nous enseignait la fiscalité ici à la faculté de sciences économiques. C'est en ce moment-là qu'on a compris c'est quoi l'impôt. Et vous voyez donc c'est extrêmement dangereux que quelqu'un qui atteint l'âge de 22 ans ou à 23 ans soit pour la première fois confronté à des questions de cette nature, alors même que ces questions-là déterminent. C'est la fiscalité qui a déterminé tout le cursus. Parce que si vous avez fait l'école publique comme moi, ça veut dire que c'est la fiscalité qui a financé l'ensemble de vos études et c'est quelques personnes qui ont cotisé. Donc, dès le départ,
à l'école primaire, si vous comprenez c'est quoi la fiscalité, vous grandissez avec cet état d'esprit. C'est pourquoi je dis le YATAL, c'est une question de mindset, c'est une question d'état d'esprit qu'il faut développer. Et ça, il faut le prendre à la base. Nous avons noué ce partenariat-là avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous comptons nouer ce partenariat avec l'ensemble des partenaires, à la fois de la société civile, des ONG, des universités, pour que tout le monde contribue à vulgariser, parce que nous sommes conscients que c'est dans l'équité qu'on pourra tous cotiser et développer notre pays et atteindre l'émergence. C'est les quelques mots que je voulais dire, tout en remerciant encore une fois IBD, Forum Civil et l'université qui a bien voulu nous associer à ces réflexions-là. Malheureusement, je ne pourrai pas rester durant toutes les séances. Mes équipes sont là, pourront répondre à l'ensemble des questions. Le chef du bureau de la communication est là, le chef du bureau de la stratégie est là. Nous avons également notre chef du bureau des études, M. Pouy, qui est là également, qui pourrait absolument répondre à l'ensemble des questions que vous poserez. Je vous remercie de votre aimable attention, mesdames et messieurs.